Chapitre 1. Holmes, dis-je, un matin, alors que je regardais la rue par la fenêtre, un fou vient par ici. Je trouve assez triste que sa famille l'autorise à venir seul. Mon ami se leva sans hâte de son fauteuil et, les mains enfoncées dans les poches de sa robe de chambre, jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule. En cette radieuse matinée de février, l'air était vif et l'épaisse couche de neige tombée la veille scintillait sous le soleil hivernal. Au milieu de la chaussée de Baker Street, la circulation l'avait réduite à une bande brune et friable, alors que celle qui s'empilait au bord des trottoirs était encore d'une blancheur immaculée. Ces mêmes trottoirs gris, qu'on avait pourtant déblayés et grattés, restaient néanmoins dangereusement glissants, si bien qu'on y voyait moins de passants qu'à l'ordinaire. D'ailleurs, il ne venait personne de la station de métropolitain de Baker Street, à l'exception du monsieur, dont le comportement excentrique avait attiré mon attention. Il s'agissait d'un homme d'environ 50 ans, grand, corpulent et impressionnant, aux traits épais et marqués, à l'allure imposante. Il portait une redingote noire, un chapeau lustré, des guêtres marron impeccables et un pantalon gris perle à la coupe soignée. Une mine lugubre, mais dénotant l'aisance. La dignité de sa tenue et sa physionomie contrastaient cependant avec sa conduite absurde. Il courait vite, exécutant parfois de petits bonds comme le ferait un homme épuisé, dont les jambes sont rarement sollicitées de la sorte. Ce faisant, il agitait les mains de haut en bas, secouait la tête en tous sens, cependant que les plus extraordinaires grimaces déformaient ses traits. « Que diable lui arrive-t-il » demandai-je. « Il examine les numéros des maisons. »« Il vient ici, me semble-t-il, » répondit Holmes en se frottant les mains. « Chez nous ? Oui, je crois. Il vient me consulter à titre professionnel. Je pense avoir reconnu les symptômes habituels. »« Ah, vous voyez, je vous l'avais bien dit. » L'homme, tout essoufflé, s'était en effet rué vers notre porte et tirait à présent notre sonnette tant et si bien que le tintement résonna dans la maison tout entière. Un instant plus tard, il entrait dans notre salon, toujours à bout de souffle, toujours gesticulant, mais avec dans le regard une expression si intense de chagrin et de désespoir que notre amusement fut aussitôt remplacé par l'horreur et la compassion. Pendant un instant, incapable de parler, il se contenta d'osciller sur place, tout en s'arrachant les cheveux, à la manière d'un individu dont la raison était à bout. Puis bondissant soudain sur ses pieds, il se tapa la tête contre le mur avec tant de violence que nous nous précipitâmes tous deux vers lui pour l'entraîner de force vers le centre de la pièce. Sherlock Holmes le poussa dans le fauteuil et s'installant près de lui, lui tapota la main et se mit à lui parler sur le ton détendu et apaisant qu'il savait si bien employer. « Vous êtes venu me confier votre histoire, n'est-ce pas ? Votre empressement vous a privé de vos forces. Attendez d'être tout à fait remis, je vous prie. Après quoi je me ferai le plaisir d'examiner le petit problème, quel qu'il soit, que vous voudrez bien me soumettre. » Pendant une bonne minute, l'homme, toujours haletant, lutta contre ses émotions. Puis après s'être essuyé le front avec son mouchoir, il pinça les lèvres d'un air résolu et leva les yeux vers nous. « Vous devez sans doute me croire fou. Vous rencontrez de graves ennuis, voilà ce que je pense, répondit Holmes. C'est vrai, Dieu m'en est témoin. Des ennuis survenus de façon si soudaine et si terrible que ma raison en est ébranlée. J'aurais probablement pu affronter un déshonneur public, quoique ma réputation n'ait encore jamais été entachée, de même qu'un chagrin privé qui peut toucher n'importe qui. Mais dans mon cas, les deux vont de pair d'effroyables manières, si bien que cela suffit à faire trembler mon âme même. Du reste, je ne suis pas seul dans mon affliction. Les personnages les plus illustres de ce pays pourraient être atteints à leur tour, à moins que je ne trouve un moyen d'arranger cette épouvantable affaire. « Calmez-vous, monsieur, je vous prie, » dit Holmes. « Présentez-vous et racontez-moi clairement ce qui vous est arrivé. » Chapitre 2. Mon nom vous dira sans doute quelque chose, répondit notre visiteur. Je suis Alexander Holder, de la compagnie bancaire Holder & Stevenson, sise à Threadneedle Street. Ce nom nous était en effet familier. C'était celui de l'associé principal de la deuxième banque privée de la Cité de Londres. Qu'était-il donc survenu qui ait pu mettre l'un de nos concitoyens les plus importants dans une situation aussi pitoyable ?
Brûlant de curiosité, nous attendîmes qu'il poursuive, ce qu'il fit après cette armée de courage. J'ai le sentiment qu'il faut agir vite. Voilà pourquoi je me suis hâté de venir vous trouver, dès que l'inspecteur de police m'a suggéré de solliciter votre coopération. Comme cette neige ralentit les fiacres, j'ai pris le métropolitain et terminé le chemin au pas de course. Ce qui explique mon essoufflement, car je n'ai pas l'habitude de faire de l'exercice. Je me sens mieux à présent, et je vais vous exposer les faits avec autant de concision et de clarté possible. Et évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs conditions doivent être réunies pour qu'une banque fonctionne avec succès. Il nous faut trouver des investissements rémunérateurs pour nos fonds et accroître le cercle de nos relations et le nombre de nos clients. Les prêts sur gage, quand la garantie est incontestable, font partie de nos placements les plus profitables. Ces dernières années, nous avons largement œuvré dans ce sens, et nombreuses sont les familles de l'aristocratie auxquelles nous avons avancé de larges sommes en échange de leurs tableaux, de leur bibliothèque ou de leur argenterie. Hier matin, je me trouvais à la banque, dans mon bureau, quand l'un des employés vint m'apporter une carte de visite. Quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque je découvris le nom de mon visiteur, car il s'agissait pas moins de... Même à vous, je ferais mieux de taire ce nom, connu dans le monde entier, l'un des plus nobles et des plus illustres d'Angleterre. Bouleversé par l'horreur qu'il me faisait, j'essayai dès son entrée de le lui dire. Mais il se lança aussitôt dans l'affaire qui l'amenait, avec l'air d'un homme qui souhaite s'acquitter au plus vite d'une tâche déplaisante. « Monsieur Holder, commença-t-il, on m'a dit que vous aviez coutume d'avancer de l'argent. Notre banque y consent en effet, lorsque les garanties sont solides, répondis-je. J'ai le grand besoin de 50 000 livres sterling sur le champ. Je pourrais évidemment emprunter 10 fois cette bagatelle auprès de mes amis, mais je préfère avoir recours à des professionnels et traiter cette affaire moi-même. Vous comprendrez que dans ma position, il serait peu judicieux d'être redevable envers qui que ce soit. Pour quelle durée, si je puis me permettre, souhaitez-vous emprunter cette somme, demandai-je. On doit me rendre d'importants fonds lundi prochain, et je vous rembourserai fort certainement alors ce que vous m'aurez avancé, ainsi que les intérêts que vous jugerez bon de fixer. Mais il est indispensable que je puisse disposer de cet argent immédiatement. Je serais heureux de vous le prêter sans plus tarder, en le prélevant sur mon compte personnel, si cela ne risquait pas de gréver mes propres ressources. Par ailleurs, si je dois vous avancer cette somme au nom de la banque, par égard pour mon associé, j'insiste sur le fait que même s'il s'agit de vous, il me faudra prendre les mêmes précautions qu'à l'ordinaire. Et je préférerais qu'il en fût ainsi, répondit mon visiteur, saisissant une petite mallette carrée en maroquin noir qu'il avait posée près de la chaise. Vous avez probablement entendu parler du diadème de Beryl. L'un des biens les plus précieux de l'Empire. Précisément. Il ouvrit la mallette. Sur un écrin de doux velours couleur chair reposait la magnifique parure qu'il venait de nommer. Le diadème est serti de 39 énormes béryls, précisa-t-il, et sa monture d'or ciselée est sans prix. L'estimation la plus basse équivaudrait au double de la somme que je vous ai demandée. Je suis prêt à vous le laisser pour gage de cet emprunt. Je pris le précieux écrin entre mes mains et, perplexe, regardai tour à tour le diadème et mon illustre client. « Vous doutez de sa valeur » s'enquit-il. « Non, en aucun cas. Je doute seulement de mon droit à en disposer ainsi. Soyez tranquille. Jamais je ne vous le laisserai si je n'étais pas absolument certain de pouvoir le récupérer dans 4 jours. Pure question de forme. Cette garantie vous suffit-il ? Amplement. Vous comprendrez, monsieur Holder, que je vous apporte une preuve solide de la confiance que je place en vous, fondée sur tout le bien qu'on m'a dit de vous. Je compte non seulement sur votre entière discrétion, sachant que vous vous abstiendrez d'en parler à qui que ce soit, mais aussi et surtout sur les infinies précautions que vous prendrez pour protéger ce diadème. Nul besoin de préciser qu'un scandale retentissant éclaterait s'il lui arrivait quoi que ce soit. Le moindre dégât serait presque aussi grave que sa perte, car il n'existe au monde aucun béryl assorti à ceux-ci. Il serait impossible de les remplacer. Je vous le remets en toute confiance et viendrai le chercher en personne
lundi matin. Voyant que mon client était impatient de partir, je n'ajouterai rien de plus. Après avoir convoqué mon caissier, je lui ordonnerai de débourser 50 billets de 1000 livres. Cependant, une fois seule, avec le précieux écrin posé sur le bureau devant moi, je ne pus m'empêcher de songer avec appréhension à l'immense responsabilité qui m'incombait. Il ne faisait aucun doute que le moindre incident concernant cet objet propriété de l'État déclencherait un affreux scandale. Je regrettais déjà d'avoir accepté de m'en charger. Il était malgré tout trop tard pour faire marche arrière. Et je rangeai donc le diadème dans mon coffre-fort privatif avant de me remettre au travail.